S'il vous plaît, je veux juste parler à mon père. Toi, sa fille, ne me fais pas rire, lorsqu'une jeune mendiante s'invite au mariage d'un magnate en prétendant être sa fille perdue, la fiancée glamour l'humilie publiquement, ignorant qu'elle détient non seulement la vérité, mais aussi la clé d'une conspiration vieille de 10 ans, faite d'enlèvements, de meurtres et de trahisons, qui va faire voler en éclats toutes les certitudes. Dans la somptueuse propriété de M. Kofi Didier, un homme dont le nom était synonyme de richesse et de pouvoir à Abidjan, la vie se résumait à des moments de joie pure, tous centrés sur une seule personne. Sa fille unique, Aïssa, c'était un titan de l'industrie, un homme capable de faire ou de défaire des fortunes d'un simple coup de fil. Mais son plus grand trésor n'était ni ses gratte-ciels scintillants, ni sa flotte de voitures de luxe, mais la jeune fille sur la photo qu'il emportait partout avec lui. Aïssa avait 12 ans, et elle était le soleil autour duquel toute la maisonnée Kofi gravitait. Elle était une enfant unique, née de parents tardifs après des années d'attente et de prières ferventes. Son rire était la plus douce musique qui ait jamais rempli les couloirs de leur immense manoir. Il résonnait sur les sols de marbre et dansait dans les jardins luxuriants qui entouraient la villa. Elle avait le regard bienveillant de son père et le sourire tendre de sa mère. La voir, c'était voir la joie à l'état pur, une innocence éclatante. Elle adorait courir après les papillons dans le jardin, ses petits pieds touchant à peine l'herbe fraîchement coupée. Elle aimait s'asseoir sur les genoux de son père dans son grand fauteuil en cuir et écouter ses histoires fascinantes sur le monde lointain. Par-dessus tout, elle aimait les câlins de sa mère, qui lui donnait l'impression d'être enveloppée dans la couverture la plus sûre et la plus chaude qui soit. La vie pour Aïssa était parfaite, un conte de fées sans nuages, et puis, un mardi après-midi, le soleil s'est éteint, c'était un jour comme les autres. Aïssa avait terminé ses cours avec son professeur particulier et était sortie jouer dans le jardin. Comme à son habitude, sa mère, qui l'observait depuis la véranda, sourit en voyant Aïssa courir après un papillon bleu vif près du grand portail blanc du domaine. Elle se détourna un instant, juste un instant, pour répondre à un appel téléphonique. Lorsqu'elle se retourna, le jardin était vide. Le papillon avait disparu, et Aïssa aussi. Une panique froide et vive s'empara de son cœur. Elle appela Aïssa, sa voix montant en angoisse. La seule réponse fut le bruissement des feuilles dans la brise légère. S'ensuivit un chaos frénétique et déchirant. Monsieur Kofi se précipita chez lui, son sang-froid légendaire s'évanouissant à la vue du visage terrifié de sa femme. La police fut appelée. Des détectives privés, les meilleurs du pays, furent engagés. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, d'abord dans la ville, puis dans tout le pays. La fille d'un milliardaire a disparu, les gros titres étaient partout, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont placardé le visage souriant d'Aïssa sur les panneaux d'affichage, à la télévision et dans les journaux. Ils ont offert une récompense si généreuse qu'elle pouvait faire d'un homme pauvre un roi du jour au lendemain. Ils ont suivi toutes les pistes, aussi insignifiantes ou étranges soient-elles. Ils ont interrogé chaque membre du personnel, chaque ami, chaque parent éloigné. Ils ont même utilisé les canaux internationaux, espérant retrouver sa trace au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, mais c'était comme si Aïssa avait été engloutie par la terre. Le sentier était plus froid qu'une pierre au fond de l'océan, les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois, et les mois en années. L'espoir, qui brûlait autrefois si ardemment, commença à vaciller, s'estompant à chaque coucher de soleil qui ne ramenait pas leur fille à la maison. Après 3 longues années d'angoisse et de nuits sans sommeil, ils prirent une décision qui leur parut trahir leur cœur. Ils organisèrent des funérailles symboliques. Ce fut une cérémonie discrète, à laquelle seuls leurs proches et leurs amis les plus intimes assistèrent. Ils ont enterré un cercueil vide dans le caveau familial, un aveu final et déchirant de la disparition de leur petite fille. C'était une façon de tourner la page, leur a-t-on dit, mais pour la mère d'Aïssa, ce fut le début de la fin.
L'enterrement symbolique n'a pas permis de tourner la page. Pour la mère d'Aïssa, c'était comme enterrer une partie de son âme. La lumière dans ses yeux, qui s'était atténuée au fil des ans, a fini par s'éteindre complètement. Elle avait attendu si longtemps un enfant, et se le voir voler était une cruauté que son esprit ne pouvait supporter. Elle commença à s'affaiblir, cela commença lentement, elle cessa de manger, puis de parler. Elle passait ses journées dans l'ancienne chambre d'Aïssa, serrant contre elle un petit ours en peluche usée, les yeux rivés sur un monde qu'elle seule pouvait voir. Elle était là, mais aussi ailleurs, perdue dans un labyrinthe de chagrins d'où elle ne pouvait s'échapper. Monsieur Kofi a vu, impuissant, l'amour de sa vie lui échapper. Il a fait appel aux meilleurs médecins, aux spécialistes les plus renommés, ils lui ont administré des médicaments et des thérapies, mais il ne pouvait pas guérir un cœur brisé. Son corps, affaibli par le chagrin, commença à décliner. Peu après l'enterrement, elle s'éteignit paisiblement dans son sommeil. La cause officielle du décès était des complications d'une grave dépression, mais tous ceux qui la connaissaient savaient la vérité. Elle était morte d'un chagrin d'amour, elle s'était simplement forcée à suivre sa fille dans l'obscurité silencieuse. Maintenant, Monsieur Kofi était vraiment seul. Les deux lumières de sa vie s'étaient éteintes. La grande demeure, autrefois un foyer de rire et d'amour, était devenue un mausolée de souvenirs. Le silence était assourdissant, il résonnait dans les couloirs vides, dans le jardin intact, dans les profondeurs de son cœur. Il s'isola du monde, il cessa d'aller à son bureau, déléguant son vaste empire commercial à ses conseillers de confiance. Il déclina toutes les invitations, refusa tous les visiteurs, le titan de l'industrie devint un reclus. Un fantôme hantant les couloirs de sa propre cage dorée, il restait assis des heures dans son bureau, les yeux rivés sur un portrait de sa femme et de sa fille. Le silence étant son seul compagnon, le monde extérieur continuait son cours, mais à l'intérieur des murs de la propriété des Kofi, le temps s'était arrêté, figé le jour où le rire s'était éteint, les années passèrent. Les arêtes vives du chagrin de Monsieur Kofi commencèrent peu à peu à s'adoucir, effacées par le cours incessant du temps. La douleur était toujours là, une douleur sourde et constante dans sa poitrine, mais elle ne le consumait plus entièrement. Il était un homme vivant dans l'ombre, mais une infime partie de lui, enfouie au plus profond, aspirait encore à la lumière, et puis, la lumière est entrée dans sa vie, elle s'appelait Inès, elle lui avait été présentée lors d'un gala de charité auquel il avait été persuadé à contre-cœur d'assister. Inès était tout ce que sa défunte épouse n'était pas, là où sa femme était douce et sereine, Inès était vibrante et pleine de fougue. D'une beauté époustouflante, avec un regard perçant et intelligent, et un sourire capable de désarmer les armées, elle était posée, élégante, et se tenait avec une assurance inébranlable. Elle l'aborda non pas avec pitié, mais avec une franchise rafraîchissante. Elle lui parla d'art, de politique, d'avenir. Elle ne mentionna pas sa perte, ne s'attarda pas sur son chagrin. Elle le traitait non pas comme un personnage tragique, mais comme un homme. Pour la première fois depuis des années, Monsieur Kofi ressentit une lueur autre que le chagrin, une étincelle d'intérêt. Inès était ambitieuse et incroyablement persuasive. Elle voyait le milliardaire brisé non pas comme un homme à plaindre, mais comme une montagne à conquérir. Elle commença à intégrer son cercle intime, étroitement surveillé. Elle s'arrangeait pour fréquenter les mêmes clubs exclusifs, les mêmes vernissages. Elle était tenace, mais jamais insistante, une experte en charme calculé. Lentement, prudemment, elle commença à combler le silence de sa vie. Elle lui apportait des livres qu'elle pensait qu'il apprécierait. Elle l'engagea dans des débats passionnés qui le revigorèrent. Elle ne chercha pas à remplacer sa femme. Au contraire, elle se créa une nouvelle place dans son monde, une complicité naquit, et de ses cendres naquit une fragile romance. Elle redonna un semblant de vie au vieux manoir. Elle n'était ni sa femme,
ni Aïssa, mais elle était quelque chose. Elle était une présence, une chaleur, une distraction face aux fantômes du passé. Après 3 ans de cette cour prudente, Monsieur Kofi fit ce qu'il n'aurait jamais cru pouvoir refaire. Il la demanda en mariage. Il était plus âgé, plus fatigué et toujours blessé, mais Inès avait réussi à le convaincre qu'il méritait une seconde chance de bonheur. Le mariage devait être l'événement de l'année à Abidjan. Ce serait une cérémonie grandiose et opulente, organisée au prestigieux Palm Plaza Resort, témoignant du retour de Didier Kofi dans la lumière. Les invitations furent envoyées, le champagne le plus fin commandé, et la haute société d'Abidjan bourdonnait d'impatience. Tous étaient prêts à célébrer le retour du roi, mais ils célébraient une histoire dont le chapitre le plus important restait encore à écrire. Loin du monde scintillant des milliardaires et des mariages fastueux, dans un coin poussiéreux et oublié du pays, une jeune fille luttait pour survivre. Elle avait 18 ans, mais son regard exprimait la lassitude de toute une vie. Elle s'appelait Aïssa, elle n'était pas morte, elle avait été emmenée, oui, retenue captive pendant 2 longues et terrifiantes années dans une pièce sombre et humide, par des gens dont elle ne se souvenait plus clairement des visages. Mais une nuit, une porte avait été laissée déverrouillée, un garde s'était endormi, et elle s'était enfuie. Elle courut jusqu'à ce que ses poumons la brûlent et que ses jambes la lâchent, jusqu'à ce qu'elle s'effondre dans une ville qu'elle ne connaissait pas, sans savoir comment rentrer chez elle. Le traumatisme lui avait brisé l'esprit, elle savait qu'elle s'appelait Aïssa, elle savait qu'elle avait une famille quelque part, une vie différente de celle-ci. Mais les détails lui filaient entre les doigts comme de la fumée dès qu'elle essayait de les saisir. Il ne lui restait que des fragments, comme les morceaux d'un miroir brisé, le rire profond et grondant de son père, la sensation des mains douces de sa mère caressant ses cheveux, l'image d'un grand portail blanc qui marquait l'entrée d'un endroit qui lui semblait être son foyer. Pendant 6 ans, elle avait vécu dans la rue. C'était une mendiante, un fantôme que les gens croisaient sans un regard. Elle a appris à lire la gentillesse et la cruauté dans le regard des inconnus. Elle a appris à identifier les poubelles les plus susceptibles de contenir des restes de nourriture. Elle a appris à dormir d'un œil ouvert, à s'abriter de la pluie sous les étals des marchés. Elle survivait de miettes, de la clémence de quelques-uns, et du faible espoir de retrouver un jour ce grand portail blanc. Puis, par un après-midi étouffant, le destin s'en mêla, elle mendiait près d'un marché animé, d'une voix faible et rauque. « N'importe quoi, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. » La plupart des gens l'ignorèrent, mais son regard, scrutant la foule, se posa sur une affiche collée au mur. Elle était grande, brillante, et dépareillée au milieu de la crasse du marché. C'était une annonce de mariage. Elle vit d'abord la photo de la mariée, une belle femme au sourire triomphant, mais ce fut l'homme à côté d'elle qui fit battre le cœur d'Aïssa. Il était plus âgé maintenant. Ses cheveux étaient grisonnants et sa barbe plus fournie, mais ses yeux, elle les connaissait, c'étaient les yeux les plus doux du monde. Son visage était marqué d'une tristesse qu'elle ne reconnaissait pas, mais c'était lui, l'homme de ses souvenirs, celui dont elle entendait encore le rire dans ses rêves. Son père. Aïssa se figea, tout son corps tremblant, les bruits du marché s'estompèrent, la chaleur, les odeurs, les gens, tout disparut, il ne restait que l'affiche. Son père, il était vivant, il était là, et il allait se marier. Une tempête d'émotions la submergea, joie, confusion, douleur, et un besoin primaire et intense de le rejoindre. Les souvenirs, autrefois si flous, revinrent avec une clarté stupéfiante. Le jardin, les papillons, le grand portail blanc, le visage de sa mère, tout était là. Elle n'était pas seulement une mendiante, elle était Aïssa Kofi, et son père l'attendait, poussée par un instinct qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Aïssa arracha l'affiche du mur, ses mains tremblaient tandis qu'elle lissait le papier froissé. En bas, en lettres élégantes, figuraient les détails.
Palm Plaza Resort, samedi, 14 heures. C'était dans 2 jours, et selon un panneau à proximité, la ville où se trouvait le complexe se situait à plus de 100 kilomètres. Elle n'avait ni argent, ni nourriture, et ses seules chaussures étaient des pantoufles usées qui tenaient à peine. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Pour la première fois en 6 ans, elle avait une destination, un but. Elle se mit à marcher. Le voyage était une épreuve d'endurance épuisante. Le soleil la frappait sans pitié. La route s'étendait à perte de vue, tel un ruban de goudron brûlant qui lui brûlait la plante des pieds. La faim la rongeait constamment, la soif lui brûlait la gorge. Elle mendiait de l'eau dans les petits villages le long de son chemin, et parfois une âme charitable lui offrait un morceau de pain ou un fruit. Elle dormait dans des hangars abandonnés et au bord de la route, serrant contre sa poitrine la précieuse affiche de mariage comme une relique sacrée. Par moments, son corps lui hurlait de s'arrêter, d'abandonner, mais ensuite, lorsqu'elle regardait le visage de son père sur l'affiche, une nouvelle vague de détermination la submergeait. Elle avait survécu 6 ans dans le désert. Elle pouvait survivre à cela. Finalement, le matin du mariage, elle arriva. Le Palm Plaza Resort était une oasis de luxe impossible. Des pelouses impeccables, des fontaines étincelantes, et un sentiment de richesse si profond qu'il en était presque intimidant. C'était tout ce que sa vie n'était pas. Elle se tenait devant la magnifique porte, pas sa porte blanche, mais une porte majestueuse néanmoins. Se sentant petite et totalement dépaysée, elle était affaiblie par le voyage, couverte de poussière. Ses vêtements n'étaient plus que des haillons, ses pieds étaient nus et ensanglantés. Elle serrait dans sa main l'affiche désormais sale et froissée. 2 gardes en uniformes impeccables et amidonnés montaient la garde. Ils étaient bâtis comme des montagnes, leurs visages figés dans des lignes sombres et peu accueillantes. À l'approche d'Aïssa, ils se mirent immédiatement à lui barrer la route. « Et, où crois-tu aller » aboya l'un d'eux, son regard la scrutant avec un dégoût manifeste. La voix d'Aïssa n'était qu'un murmure. « S'il vous plaît, je dois entrer. »« C'est un événement privé, » dit l'autre garde d'un ton dédaigneux. « Allez mendier ailleurs, il n'y a rien pour vous ici. » Les larmes montèrent aux yeux d'Aïssa. Elle brandit l'affiche, la main tremblante. « S'il vous plaît, cet homme, celui sur ce papier, c'est mon père, je le sais, je me souviens de lui, s'il vous plaît, laissez-moi le voir. » Les gardes regardèrent l'affiche, puis la fille en haillons devant eux, et puis ils rirent. C'était un rire cruel et moqueur. « Ton père » ricana le premier garde, « tu crois que monsieur Didier Coffy est ton père. Tu dois être folle, sors d'ici avant qu'on ne t'y force. » Mais Aïssa ne pouvait pas partir, elle était allée trop loin, elle tomba à genoux, le corps tremblant d'épuisement et de désespoir. « S'il vous plaît, » sanglota-t-elle, « je dis la vérité, laissez-moi juste lui parler, il me reconnaîtra, j'en suis sûre. » L'agitation commençait à attirer l'attention, les passagers dans des voitures de luxe ralentissaient pour contempler la scène pathétique à l'entrée. C'est alors qu'une silhouette d'élégance et de fureur pure émergea du complexe. C'était la mariée. Inès, une vision dans une robe blanche de créateur qui devait coûter une fortune, était entourée d'un petit cortège d'admirateurs. Elle se dirigeait vers l'entrée principale pour accueillir des invités de marque lorsqu'elle remarqua une perturbation à la porte. Son visage parfaitement sculpté, qui rayonnait de triomphe, se tordit en un masque de rage. Elle s'avança d'un pas décidé, ses talons claquant furieusement sur l'allée pavée. Les invités et ses amis la suivirent, impatients de voir le drame se dérouler. « Qu'est-ce que c'est » hurla-t-elle d'une voix si aiguë qu'elle pouvait couper du verre. « Que se passe-t-il ici, qui a laissé cette chose s'approcher de mon mariage ?»
Son regard froid et impitoyable se posa sur la jeune fille en pleurs au sol. Aïssa leva les yeux, la vue brouillée par les larmes, et vit la belle femme de l'affiche la dominer de toute sa hauteur. Rassemblant ses dernières forces, Aïssa tenta de s'expliquer. « Je vous en prie, je ne suis pas là pour causer des ennuis, c'est juste que je le connais, l'homme que vous allez épouser, je veux juste voir mon père. » Avant qu'elle ait pu terminer, Inès lui arracha l'affiche froissée des mains. Elle la regarda avec mépris, puis cracha par terre, dangereusement près des pieds nus d'Aïssa. « Ton père !» Le rire d'Inès était encore plus cruel que celui des gardes. « Tu crois pouvoir sortir du caniveau et tenter de t'introduire au mariage d'un milliardaire? Tu es une ordure. » « Vous m'entendez ? Une vulgarité inouïe. » Le venin dans sa voix était choquant, les invités murmuraient entre eux, un mélange de fascination et de gêne sur leurs visages. Aïssa tressaillit comme si elle avait été frappée. Inès, cependant, ne faisait que commencer. Elle voulait faire un exemple de cette gamine des rues qui avait osé gâcher sa journée parfaite. Elle se tourna vers les deux gardes, les yeux embrasés d'un feu terrifiant. « Que attendez-vous » ordonna-t-elle, « je veux qu'elle parte, déshabillez-la, fouettez-la, traînez-la hors d'ici comme la chienne errante qu'elle est. » L'espace d'un instant, même les gardes endurcis hésitèrent, c'était extrême, même pour eux. Mais un seul regard sur le visage furieux d'Inès leur indiqua qu'il ne fallait pas désobéir, avant même qu'Aïssa ait pu comprendre l'ordre, avant qu'elle puisse se relever et courir. Les gardes l'attrapèrent, l'un d'eux la saisit par les cheveux et lui tira la tête en arrière, l'autre commença à déchirer ses vêtements déjà en lambeaux, le tissu fin se déchira facilement, exposant son corps frêle et mal nourri. Aïssa poussa un cri primaire de terreur et de douleur. « Non, s'il vous plaît, arrêtez, que quelqu'un m'aide. » Les gardes commencèrent à la frapper, ils lui giflèrent le visage et lui donnèrent des coups de pied dans les flancs. Elle se recroquevilla sur le sol, tentant de se protéger, mais les coups continuaient, les invités observaient, leur visage exprimant un mélange d'horreur et de curiosité morbide. Leurs téléphones furent discrètement sortis, des caméras filmant le spectacle brutal, mais personne n'intervint, personne n'osa contrarier la puissante mariée le jour de ses noces. Le monde était un tourbillon de douleur et d'humiliation. L'espoir d'Aïssa, qu'il avait porté jusqu'ici, lui était ôté à chaque coup. Elle allait mourir ici, aux portes de la nouvelle vie de son père, reléguée au rang de déchet, et puis, à travers la brume de douleur, une voix trancha l'air, claire et impérieuse. « Arrêtez, pas un autre coup. » La voix était celle d'une femme qui se déplaçait avec une autorité qui imposait instantanément le respect. Elle était grande, élégante, vêtue d'un tailleur chic et discret qui évoquait un autre type de pouvoir. Non pas la puissance éclatante et désespérée d'Inès, mais une force profonde et assurée. Il s'agissait d'Élise, la belle-fille de M. Coffey, issue du précédent mariage de sa première femme. Bien que n'étant pas son enfant biologique, il l'avait élevée comme la sienne. Désormais une femme d'affaires redoutable elle-même, Élise était connue pour son intelligence vive, son sang-froid et son sens inébranlable de la justice. Arrivée juste à temps pour assister à cette scène horrible, elle se fraya un chemin à travers la foule, le visage marqué par une fureur glaciale. « J'ai dit stop. » Les gardes, surpris par son ton, se figèrent, ils reconnurent Élise. Tout le monde dans leur monde savait qui elle était, la défier, c'était défier la famille Coffey elle-même. Élise se précipita vers la silhouette affalée au sol, elle s'agenouilla, son précieux tailleur se couvrant de poussière, et tendit doucement la main pour toucher l'épaule de la jeune fille. Celle-ci tressaillit, puis releva lentement les yeux. Son visage était meurtri, gonflé et trempé d'un mélange de larmes et de sang,
lorsque leurs regards se croisèrent, un hoquet s'échappa des lèvres d'Élise, elle fixa la scène, son esprit s'emballant, essayant de retrouver les traits familiers cachés sous la douleur et la crasse, la forme des yeux, la courbe des sourcils, c'était impossible, mais c'était vrai. « Aïssa » murmura Élise, la voix tremblante d'incrédulité. « Est-ce vraiment toi ?» Entendre son nom prononcé avec tant de tendresse, avec un léger sentiment de reconnaissance, fut comme un baume pour l'âme blessée d'Aïssa. Elle regarda le visage de la femme, et à travers le brouillard de son traumatisme, un autre souvenir refit surface. Une gentille fille plus âgée qui lui lisait des histoires, qui la traitait toujours avec une douce patience. « Élise » souffla Aïssa, ce nom lui semblant à la fois étranger et familier. « Je me souviens de toi. » Une vague d'émotion submergea le visage d'Élise, le choc, l'horreur, et une vague d'amour protecteur. « Mon Dieu !» dit-elle, la voix chargée de larmes retenues. « C'est vraiment toi, on pensait que tu étais partie. » Elle commença prudemment à aider Aïssa à se redresser, enroulant sa propre veste autour des épaules nues de la jeune fille, Inès, qui observait cet échange avec une panique croissante, retrouva enfin sa voix. « Élise, que fais-tu? Tu connais cette fille, c'est une menteuse, une vulgaire voleuse qui essaie de gâcher mon mariage. » Élise se leva lentement, son regard rivé sur celui d'Inès. Son regard était si glacial et méprisant qu'Inès recula involontairement. « Tu vas te taire, » dit Élise d'une voix dangereusement basse, « ou je te le promets, tu le regretteras toute ta vie. » La tension était palpable, les invités retenaient leur souffle. Pour la première fois, la mariée semblait complètement perdue, les gardes restèrent là, l'air terrifié. C'est à ce moment qu'une autre silhouette apparut, attirée hors du hall principal par le silence soudain et anormal qui s'était installé à l'entrée. C'était le marié en personne, Monsieur Didier Coffy. « Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ?» demanda Monsieur Coffy, la voix teintée d'irritation. « Élise, que se passe-t-il » Son regard scruta la scène, les invités stupéfaits, les gardes terrifiés, sa belle-fille furieuse et sa future épouse pâle et bégayante, puis son regard se posa sur la petite silhouette brisée au sol, emmitouflée dans la veste d'Élise. Le temps s'arrêta, son souffle se bloqua dans sa gorge, son cœur martela ses côtes, un rythme effréné et douloureux. Il voyait au-delà de la poussière, du sang, des bleus. Il revit les yeux qu'il avait croisés chaque jour dans ses rêves pendant 9 longues années. Il revit la fille qu'il avait enterrée dans un cercueil vide. Aïssa. Ce nom était un murmure étouffé, une prière qu'il n'avait pas osé prononcer à voix haute depuis si longtemps. Au sol, Aïssa entendit cette voix, la voix grave et grondante de ses souvenirs les plus chers. Elle tourna lentement la tête, son visage meurtri empli d'un espoir désespéré et fragile. « Papa !» Le monde s'effondra, puis se reforma en cet instant unique et bouleversant. Le silence qui suivit était assourdissant. Chaque invité, chaque garde, chaque oiseau dans les arbres semblait retenir son souffle. Monsieur Coffy fit un pas en avant, puis un autre. Il ne marcha pas, il tomba à genoux sur le trottoir, juste à côté de son enfant perdu depuis longtemps, inconscient des caméras, des halètements, du regard horrifié de sa femme. Il tendit une main tremblante et toucha son visage, ses doigts caressant le contour de sa joue comme pour confirmer qu'elle était bien réelle, qu'elle n'était pas un autre fantôme cruel de son chagrin. « Tu es vivante » pleura-t-il, ces mots arrachés au plus profond de son âme. Il la prit dans ses bras, la serrant avec une force désespérée, comme s'il pouvait la fusionner physiquement avec lui et ne plus jamais la lâcher. « Mon bébé, mon Aïssa, tu es vivante. »
Il enfouit son visage dans ses cheveux emmêlés, et les sanglots qui le secouaient étaient le son de 9 années d'une douleur inimaginable enfin libérée. Aïssa s'accrochait à lui, ses propres larmes trempant son costume coûteux, le mot « papa » répété sans cesse comme un mantra. Les invités regardaient, stupéfaits, incrédules. Ce mariage de conte de fées venait de se transformer en quelque chose de bien plus réel, bien plus puissant que quiconque aurait pu l'imaginer. L'histoire du jour n'était plus l'union d'un milliardaire et de sa belle épouse, mais la résurrection d'un fantôme, après ce qui lui sembla une éternité. Monsieur Coffey, avec l'aide d'Élise, se releva lentement, entraînant Aïssa avec lui. Il la serra contre lui, son bras formant un bouclier protecteur autour d'elle. Puis il se tourna vers Inès. Son regard était un mélange terrifiant de profonde tristesse et d'une rage si intense qu'elle en était glaçante. Tout l'amour, toute la confiance qu'il avait placée en elle s'était réduit en cendres. « Toi, dit-il d'une voix tremblante de fureur, tu as fait ça à ma fille. » Il n'avait pas besoin de réponse, la culpabilité se lisait sur son visage. Il se tourna vers son chef de la sécurité, sa voix emplie d'une autorité que personne ne lui avait entendue depuis des années. « Le mariage est annulé, faites sortir tout le monde, maintenant. » Puis, sans un regard de plus pour la femme qu'il allait épouser, lui et Élise guidèrent doucement Aïssa loin des décombres du mariage et vers la voiture. Après 9 longues années, il la ramènerait enfin chez elle. Le voyage de retour vers la propriété des Coffey fut un tourbillon d'émotions surréalistes. Aïssa était assise, blottie à l'arrière de la Rolls-Royce entre son père et Élise, enveloppée dans une chaude couverture en cachemire. Elle était encore sous le choc, son corps la faisait souffrir, mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité, vraiment en sécurité. Son père ne lâchait jamais sa main, il la tenait simplement, son pouce caressant doucement ses jointures, ses yeux la fixant sans cesse, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau s'il clignait des yeux. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage, mais ce n'étaient plus des larmes de chagrin, c'étaient les larmes d'un miracle. À leur arrivée au domaine, le personnel, informé de la nouvelle, était rassemblé à l'entrée, le visage mêlant étonnement et joie. Nombre d'entre eux étaient avec la famille depuis des décennies, ils avaient connu Aïssa petite fille. La voir maintenant, vivante, était comme assister à une résurrection. Élise prit les choses en main avec son efficacité tranquille habituelle. Un médecin fut immédiatement appelé. Un bain chaud fut préparé, les vêtements les plus fins et les plus doux furent disposés. Aïssa fut doucement conduite dans une magnifique suite où elle fut lavée, ses blessures soignées, et un repas chaud et nourrissant lui fut servi. Elle mangea lentement, comme si son corps avait oublié comment accepter une nourriture saine. Pendant tout ce temps, son père resta à ses côtés, sans jamais la quitter. Lorsqu'elle fut enfin installée dans un grand lit confortable, il s'assit à côté d'elle, la regardant respirer. « Pardonne-moi » murmura-t-il dans le silence de la pièce, la voix chargée de culpabilité. « Aïssa, mon amour, pardonne-moi, je n'ai jamais cessé de chercher. Je n'ai jamais perdu espoir, pas vraiment, pas dans mon cœur. » Aïssa, sombrant dans un sommeil paisible et sans douleur pour la première fois de mémoire, parvint à esquisser un faible sourire. « Je t'ai trouvé, papa, murmura-t-elle, je savais que je le ferais. » Ces simples mots furent à la fois un réconfort et un coup de poignard dans son cœur. Tandis que la famille Coffey était enveloppée dans l'émotion de ces retrouvailles, Inès devait affronter les conséquences humiliantes de cette séparation. Le mariage annulé fut le scandale de la décennie. Elle était la risée de tous, son nom et son visage placardés sur tous les blogs people et sites d'actualité. Elle avait volé si près du soleil, et sa chute fut spectaculaire. Elle se retira dans le somptueux appartement que M. Coffey lui avait réservé.
L'esprit submergé par la rage et l'humiliation, elle avait été si près d'obtenir la vie qu'elle croyait mériter, et tout avait été ruiné par une sale gamine des rues surgie du passé. Mais Inès n'était pas du genre à s'avouer vaincue, c'était une survivante, une intrigante. Son chagrin se transforma rapidement en un ardent désir de vengeance. Elle appela sa meilleure amie, Fatou, une femme aussi ambitieuse et moralement déchue qu'elle. « Elle m'a ruinée », siffla Inès au téléphone, arpentant son appartement comme un animal en cage. « Cette petite garce a tout ruiné, mais ce n'est pas fini, je la détruirai. Je ferai croire à tout le monde qu'elle est une menteuse et une imposture. Je ferai en sorte qu'il la déteste. » Le complot germa au plus profond de sa fureur. Si elle ne pouvait pas s'emparer de la fortune des Kofi, elle brûlerait le royaume tout entier. La vengeance d'Inès fut rapide et cruelle. Sachant qu'elle ne pouvait pas attaquer directement Monsieur Kofi, elle dirigea son poison sur la cible la plus vulnérable, Aïssa. Avec l'aide de Fatou, elle élabora un plan pour saper la crédibilité d'Aïssa et la faire passer pour une escroc manipulatrice. Ils versèrent une somme considérable à un journaliste malchanceux et peu scrupuleux. Leurs instructions étaient simples. Créer un scandale, le journaliste, qui n'hésitait pas à fabriquer des histoires pour de l'argent, se mit au travail. En 2 jours, une information fit le tour d'Internet et se propagea comme un virus. La pièce maîtresse de cette campagne de diffamation était une vidéo granuleuse. Filmée en secret, on y voyait Aïssa, débraillée, lors d'une rencontre clandestine avec un homme beaucoup plus âgé et d'apparence riche dans le hall d'un hôtel. L'article qui l'accompagnait était rempli d'insinuations salaces. Il suggérait qu'Aïssa était une escorte connue et que ses retrouvailles avec son père étaient sa plus audacieuse arnaque à ce jour. Cela laissait entendre qu'elle et l'homme de la vidéo étaient complices. L'histoire visait à semer le doute. Le public, captivé par le retour féerique, commença à chuchoter. Est-ce possible? Elle était partie si longtemps. Où était-elle passée toutes ces années? La vidéo semble suspecte. Les murmures se sont transformés en rugissements. Le récit commença à changer. Aïssa Kofi était-elle une fille perdue depuis longtemps, ou un imposteur rusé, de retour au domaine? La famille était horrifiée. Aïssa, qui commençait à peine à se sentir en sécurité, était dévastée. Elle a vu les gros titres sur une tablette et s'est effondrée. « Ils pensent que je mens », sanglota-t-elle dans les bras d'Élise. « Ils me détestent tous. » Monsieur Kofi était rongé par une rage protectrice. « Je vais tous les poursuivre en justice, je vais les faire taire », tonna-t-il. Mais Élise, en stratège invétérée, savait qu'une guerre publique ne ferait qu'alimenter le scandale. « Non, dit-elle calmement, même si ses yeux étaient comme des éclats de glace, on ne les combat pas dans la boue, nous coupons la tête du serpent. »« Victor, dit-elle en se tournant vers son assistant personnel, loyal et incroyablement débrouillard, découvre qui est derrière tout ça. Je veux un nom, je veux une preuve, et je la veux pour hier. » Victor, un homme capable de trouver une aiguille dans une botte de foin numérique, acquiesça simplement. Ils y travaillaient, lui et Élise, avec une efficacité silencieuse et impitoyable. Ils savaient qu'Inès était derrière tout ça, mais il leur fallait des preuves irréfutables. Victor a commencé par enquêter sur le journaliste qui avait révélé l'affaire. Il a retracé ses relevés financiers, ses appels téléphoniques, son empreinte numérique. Il n'a pas mis longtemps à trouver ce qu'il cherchait. L'enquête de Victor fut un véritable chef-d'œuvre en matière de collecte de renseignements modernes. Il découvrit un important paiement intraçable versé sur le compte offshore du journaliste. Quelques heures seulement avant la publication de l'article, en creusant un peu plus, il relia ce compte à une société écran, et là, directrice de cette société écran était Fatou, la meilleure amie d'Inès.
L'étape suivante consistait à démonter la preuve elle-même. Victor analysa la vidéo de l'hôtel, image par image. Il a rapidement identifié un deepfake, une falsification astucieuse mais imparfaite. L'éclairage était incohérent, les ombres étaient fausses, et un léger flou numérique autour du visage d'Aïssa trahissait la supercherie. L'homme dans la vidéo était un agent de change sans aucun lien avec Aïssa, et la séquence originale provenait d'une conférence publique à laquelle il avait assisté des mois auparavant, mais il leur fallait plus qu'une simple preuve technique, il leur fallait des aveux. Victor a localisé le journaliste, réfugié dans un hôtel bon marché, et lui a rendu une petite visite. Il n'a pas proféré de menaces, il a simplement exposé les preuves, les relevés bancaires, les relevés téléphoniques, la preuve de la vidéo falsifiée. Voilà ce qui va se passer, dit Victor d'un ton calme et professionnel. Vous pouvez être accusé de fraude, de diffamation et de complot, ce qui vous mènera en prison pour une très longue période, ou alors vous pouvez tout nous dire, signer des aveux complets, et coopérer avec nous. Inès et Fatou ne vous protégeront pas, nous, si. Le journaliste, voyant son monde s'écrouler, s'effondra aussitôt. Il avoua tout, détaillant comment Inès et Fatou l'avaient approché, payé, et fourni la vidéo truquée, munie de ses aveux signés et de preuves irréfutables. Élise passa à l'action. Elle n'a pas divulgué l'information à la presse, elle a convoqué une conférence de presse, devant une salle bondée de journalistes. Élise incarnait le calme et la maîtrise du pouvoir, elle n'éleva pas la voix. Elle a simplement présenté les faits, l'un après l'autre, avec une précision effrayante. Elle a montré les relevés bancaires, elle a diffusé l'analyse de l'expert démantelant la vidéo, puis elle a fait écouter un enregistrement des aveux du journaliste. La salle fut d'abord silencieuse, puis un tourbillon de flash et de questions fusa. Ce n'était pas une erreur, conclut Élise d'une voix pleine d'autorité. C'était une attaque malveillante et calculée contre une jeune femme qui a déjà enduré plus de souffrances que nous ne pouvons l'imaginer. L'affaire a été orchestrée par 2 personnes, Fatou Diop et Inès Sissoko, une femme qui faisait presque partie de cette famille. Les poursuites judiciaires appropriées sont déjà en cours. La famille Kofi s'abstiendra de tout autre commentaire. Nous vous demandons simplement d'accorder à Aïssa l'intimité et la paix dont elle a besoin pour guérir. L'histoire a explosé, le nom d'Inès était désormais synonyme de mal absolu. Son image publique n'était pas seulement ternie, elle était anéantie, elle était déshonorée, exposée et totalement vaincue. Le cauchemar semblait enfin terminé, mais le secret le plus sombre restait encore à révéler. La nouvelle de la chute publique d'Inès provoqua une onde de choc dans toute la ville, mais pour une personne, ce fut une secousse qui menaça de faire s'écrouler son propre monde, dans un petit appartement étouffant, loin du glamour de l'île Victoria. Aminata, la sœur cadette d'Inès, était assise, les yeux rivés sur son téléphone, les mains tremblantes. Elle avait vécu toute sa vie dans l'ombre d'Inès, l'une silencieuse et timide face au soleil ardent et destructeur de sa sœur. Elle était une gardienne de secrets, complice silencieuse de péchés qu'elle comprenait à peine, tout cela par peur profonde de celle qu'elle considérait comme sa famille. Mais voir les reportages, voir la douleur sur le visage d'Aïssa lors de la conférence de presse et connaître la vérité, une vérité bien pire que ce que le monde imaginait, avait semé une graine de rébellion dans son cœur terrifié. Pendant des jours, cette graine avait été arrosée par la culpabilité, et maintenant, elle perçait à la surface, sa conscience, si longtemps réprimée, hurlait. D'un doigt tremblant, elle trouva le numéro public du siège social d'Élise, elle faillit raccrocher une 12aine de fois, le cœur battant à tout rompre, et si Inès l'apprenait, que lui ferait-elle? Mais l'image d'Aïssa, meurtrie à la porte du mariage, lui traversa l'esprit, et elle appuya sur le bouton d'appel. Victor répondit,
sa voix était professionnelle, nette. Aminata, d'une voix étranglée, refusa de donner son nom. Elle dit seulement avoir des informations privées et urgentes pour Elise Coffey concernant sa sœur. Victor, habitué à reconnaître une piste critique, ne l'ignora pas. Il traita l'appel avec délicatesse, lui assurant qu'elle serait en sécurité, et organisa une rencontre discrète. Ils se sont rencontrés dans une salle de conférence privée et neutre d'un hôtel, loin des regards indiscrets des médias. Élise était là, seule, sa présence calme et rassurante. Elle n'insista pas, elle servit simplement un verre d'eau à Aminata et attendit. « Merci de m'avoir reçu », commença Aminata d'une voix à peine audible. Elle ne pouvait soutenir le regard d'Élise, fixant ses propres mains qui se tordaient. « Je dois vous dire quelque chose à propos de ma sœur, à propos d'Inès. »« Prenez votre temps, » dit doucement Élise. Aminata prit une inspiration tremblante. Ce qu'elle a fait, la fausse vidéo, ce n'est pas le pire, ça n'en est même pas proche, ça a commencé il y a très, très longtemps. Les mots commencèrent à jaillir, lentement et douloureusement, comme des éclats de verre arrachés d'une profonde blessure. Elle évoqua l'obsession d'Inès pour M. Coffey, une ambition qui avait pris racine des années avant même qu'elle ne le rencontre. Il était un symbole, un prix à gagner. Mais il y avait des obstacles, murmura Aminata en levant enfin les yeux, les larmes aux yeux, sa femme et sa fille. Elle savait qu'il ne les quitterait jamais. Élise sentit une terreur glaciale lui parcourir l'échine, mais son visage demeurait impassible. Qu'a-t-elle fait, Aminata? Elle voulait qu'Aïssa disparaisse, sanglota Aminata, bouleversée par cet aveu. Elle pensait que si l'enfant disparaissait, le mariage s'effondrerait, que dans son chagrin, il serait vulnérable. Elle a engagé des hommes. Elle m'a dit que c'était juste pour leur faire peur, pour prendre la fille un moment, puis la laisser partir. Je ne sais pas si je l'ai cru à ce moment-là, mais j'avais trop peur pour dire quoi que ce soit. C'était elle avait orchestré l'enlèvement. L'atmosphère dans la pièce devint pesante, lourde de l'horreur de la révélation. L'enlèvement n'était pas un acte de cruauté aléatoire, c'était le premier pas d'un jeu tortueux qui a duré une décennie. Élise ressentit une vague de nausée, mais elle la retint. Elle pressentait que ce n'était pas la fin. Aminata vit son expression et sembla s'effondrer encore plus. Mais ce n'est pas tout, s'étrangla-t-elle, il y a pire. Elle expliqua que lorsque l'enlèvement n'avait pas brisé le mariage, mais seulement rapproché M. Coffey et sa femme dans leur agonie commune, Inès était devenue plus désespérée. Elle avait hâte que le chagrin suive son cours. La voix d'Aminata se réduisit à un murmure à peine audible et horrifiant. Elle l'a empoisonnée, Madame Coffey. Élise se figea, tous les muscles de son corps se tendant. C'était lent, continua Aminata en se balançant d'avant en arrière sur sa chaise. Subtile, une substance rare et intraçable qu'elle avait obtenue d'un médecin en disgrâce, cela l'a affaiblie, l'a rendue déprimée, son cœur a lâché, tout le monde pensait qu'elle était morte de chagrin. C'était la couverture parfaite, mais elle a été assassinée. Madame Coffey, Inès a assassiné votre belle-mère pour se frayer un chemin. La confession flottait dans la pièce silencieuse, monstrueuse et absolue, la disparition d'Aïssa, la mort tragique de sa mère, l'arrivée parfaitement programmée d'Inès. Ce n'était pas une série d'événements malheureux, c'était un complot froid, calculé et profondément maléfique, et son ampleur terrifiante n'apparaissait que maintenant, dans cette chambre d'hôtel silencieuse. Les aveux d'Aminata étaient la clé qui dévoilait toute la conspiration, mais Élise savait qu'il leur fallait plus, il fallait corroborer l'histoire, il fallait retrouver les hommes qu'Inès avait engagés. Aminata, dans ses aveux, leur avait donné un autre nom, Moussa,
expliqua-t-elle, était l'ancien amant d'Inès des années auparavant, un homme du quartier le plus sombre de la ville qu'elle avait utilisé pour ses basses besognes. C'était lui qui avait organisé l'enlèvement. Il était son complice. Victor fut une fois de plus dépêché. Trouver Moussa fut plus difficile que de trouver le journaliste. C'était un homme qui vivait dans l'ombre, sans trace numérique et profondément méfiant envers quiconque, mais Victor était acharné. Il utilisa son réseau d'informateurs, fit appel à d'anciennes connaissances. Après 3 jours de recherche incessante, il retrouva Moussa dans un appartement délabré à la périphérie de la ville. La confrontation fut tendue. Moussa était un homme coriace, endurci par la vie de la rue, difficile à intimider, mais Victor n'était pas menaçant, il est venu avec une offre. Aminata nous a tout dit calmement Victor, debout au milieu du salon épuré de Moussa, à propos de l'enlèvement, à propos du poison, la police est déjà en train de monter une enquête. Vous êtes actuellement accusé d'être le principal complice d'enlèvement et de meurtre. Tu iras en prison pour le restant de tes jours. Le visage de Moussa resta impassible. Cependant, continua Victor, elle t'a utilisé, nous le savons, si vous nous dites tout ce que vous savez, si vous nous fournissez les preuves nécessaires pour incarcérer Inès définitivement, nous pourrons vous faire témoigner. Vous serez toujours poursuivi, mais avec notre aide, votre peine sera considérablement réduite. C'est ta seule issue. Il laissa l'offre en suspens, Moussa le fixa, l'esprit bourdonnant d'options, il connaissait Inès, il savait qu'elle le livrerait au loup sans hésiter pour sauver sa peau, lui être fidèle équivalait à une condamnation à mort, il finit par craquer. Avec un profond soupir, il commença à parler, il avoua tout, il raconta comment Inès, rongée par la jalousie et l'ambition, avait planifié l'enlèvement. Il leur donna les noms des 2 voyous subalternes qu'il avait engagés pour le mener à bien. Il expliqua qu'il ne devait retenir Aïssa que quelques semaines, mais que l'attention médiatique était devenue si intense qu'ils avaient paniqué et pris la fuite, abandonnant la jeune fille dans une ville isolée. Plus accablant encore, il avoua avoir aidé Inès à se débarrasser des preuves liées à l'empoisonnement. C'est lui qui avait fait disparaître les fioles et les dossiers du médecin déshonoré qui avait fourni la substance. Il leur indiqua où trouver ce médecin. Tout était là, chaque pièce du puzzle, avec les aveux d'Aminata et de Moussa, et l'emplacement du médecin qui avait fourni le poison. Victor avait tout ce qu'il fallait. Il a remis toutes les preuves à la police. L'arrestation fut discrète, mais rapide. Les policiers arrivèrent au luxueux appartement d'Inès aux premières heures du matin. Ils la trouvèrent assise dans le noir, entourée des objets de valeur qu'elle avait acquis, telle une reine ayant perdu son royaume, lorsqu'on lui annonça qu'elle était en état d'arrestation pour enlèvement, complot en vue de commettre un meurtre et autres chefs d'accusation. Elle ne sembla même pas surprise. Elle n'avait plus aucune résistance. Son long et terrible combat était enfin terminé. Le procès d'Inès Sissoko fut l'affaire judiciaire la plus sensationnelle que le pays ait connue depuis des années. La salle d'audience était bondée chaque jour de journalistes, de personnalités mondaines et de citoyens ordinaires. Tous captivés par l'histoire de cette belle et redoutable arriviste, Inès, dépouillée de ses vêtements de marque et de son allure assurée, paraissait petite et pathétique dans le box des accusés. Son équipe de défense a tenté de la présenter comme une victime, une femme animée par un besoin désespéré d'amour et le désir d'échapper à son passé trouble. Dans sa déclaration finale au tribunal, elle pleura, la voix emplie d'une tristesse sourde et apitoyée sur elle-même. « Je n'ai jamais voulu que quiconque souffre, » cria-t-elle, « je voulais juste avoir ma place, je voulais une vie qui compte, je voulais juste qu'il m'aime. » Mais les preuves contre elle étaient accablantes. Les témoignages d'Aminata et de Moussa, les aveux du journaliste, les documents financiers, le témoignage du médecin qui avait fourni le poison,
tout cela dressait le portrait d'une prédatrice froide et calculatrice, et non d'une victime amoureuse. La juge, impassible face à ses larmes, prononça sa sentence d'une voix ferme. « Vous parlez de désir d'amour, dit-elle en regardant Inès droit dans les yeux, mais vos actes en étaient dénués. Vous avez exploité le chagrin d'une famille, vous avez volé la vie d'un enfant, vous avez orchestré la mort d'une femme innocente. Il ne s'agissait pas d'amour, mais d'avidité, d'ambition et d'un manque d'humanité glaçant. » Inès fut reconnue coupable de tous les chefs d'accusation initiaux. Enlèvement, tentative de meurtre, complot, diffamation et entrave à la justice. L'enquête sur le meurtre de Madame Coffey était toujours en cours, dans l'attente de preuves complémentaires, mais les condamnations existantes étaient largement suffisantes. Elle a été condamnée à 15 ans de prison ferme. Le juge a noté que d'autres accusations étaient susceptibles de suivre. Dans la salle d'audience, M. Coffey et Élise ont observé le procès avec un soulagement silencieux. Il n'y avait ni joie, ni sentiment de victoire, juste une profonde tristesse et lassitude, et la conclusion silencieuse d'un long et douloureux chapitre. Fatou, Moussa et les autres personnes impliquées ont chacun dû faire face à leur propre bataille juridique, leur vie ruinée par leur association avec les sombres ambitions d'Inès. Justice avait été rendue. La vérité, après tant d'années d'obscurité, avait enfin éclaté au grand jour, le procès terminé. Une paix tranquille commença à s'installer sur la succession des Coffey. Pour Aïssa, le chemin de la guérison ne faisait que commencer. Les cicatrices physiques s'estompèrent rapidement, mais les blessures de son âme étaient profondes. Elle entama une thérapie avec un médecin bienveillant et patient, qui l'aida à traverser les méandres de son traumatisme. Elle commença à reconstituer lentement les années perdues, non pas par peur, mais avec un sentiment croissant de force. Elle avait survécu, c'était la vérité la plus importante. Elle reprit ses études, en commençant par des cours particuliers à domicile. Son esprit, autrefois privé de connaissances, était devenu une éponge assoiffée. Elle dévorait les livres, posait des questions sans fin, et retrouvait la joie d'apprendre qui lui avait été volée. Son lien avec Élise s'est approfondi pour devenir quelque chose de vraiment spécial. Élise n'était plus seulement une demi-sœur. Elle était un mentor, une protectrice et sa meilleure amie. Elle a appris à Aïssa à connaître le monde dont elle avait été coupée, mais surtout, elle lui a appris à être forte, à retrouver confiance et à trouver sa propre voie. Ils étaient les deux. Face d'une même pièce, l'un avait combattu le monde de l'intérieur. L'autre y avait survécu de l'extérieur. Ensemble, ils formaient un tout. Monsieur Coffey, quant à lui, se consacrait à être le père qu'il avait presque perdu la chance d'être. Il était patient, aimant et présent. Il l'écoutait, riait avec elle, et savourait chaque instant passé avec sa fille revenue d'entre les morts. Le silence dans le manoir fut à nouveau remplacé, non par le rire sonore d'un enfant, mais par le doux murmure d'une famille réunie, se reconstruisant, inspirés par leur parcours. Aïssa et Élise décidèrent de créer quelque chose de positif à partir des cendres de leur douleur. Elles ont lancé la fondation Étoile Brillante, une organisation à but non lucratif dédiée à l'aide aux filles perdues, maltraitées et oubliées en Côte d'Ivoire. Ce devait être une lueur d'espoir, un refuge, et la promesse qu'aucune fille n'aurait à souffrir en silence comme Aïssa. Un matin paisible, des mois plus tard, Aïssa était assise sous le grand yacaranda du jardin, ce même jardin où elle avait été emmenée tant d'années auparavant, mais ce n'était plus un lieu de peur, c'était un lieu de paix. Elle écrivait dans un journal relié en cuir, sa plume glissant gracieusement sur la page. Élise s'approcha et s'assit à côté d'elle sur l'herbe douce. « Que écris-tu » demanda-t-elle doucement. Aïssa leva les yeux, le visage serein, les yeux clairs et brillants, un doux sourire caressa ses lèvres. « Mon histoire,
dit-elle d'une voix douce, mais pleine d'une force forgée par le feu. J'écris l'histoire d'une fille que le monde croyait disparue, mais qui est revenue plus forte. Élise passa son bras autour des épaules d'Aïssa, et ensemble, elles contemplèrent le jardin baigné de soleil. Le passé faisait partie d'elle, une histoire de douleur et de trahison, mais il ne les définissait plus. L'avenir s'étendait devant elle, tranquille, honnête, et empli d'un espoir aussi réel et brillant que le soleil du matin. La jeune fille perdue était enfin, pour de bon, revenue à la maison.